Rachid Belhadj, professeur, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes directeur des activités médicales et paramédicales au CHU Mustapha Bacha. Vous êtes également chef de service de médecine légiste. Vous avez été réellement réélu récemment à la tête de la Commission internationale humanitaire d'établissement des faits. Bienvenue. Alors, si nous nous retrouvons ce soir, c'est notamment pour parler de la situation épidémiologique. On évoquera certainement d'autres points, mais on insistera justement sur la pandémie de Covid-19. Le monde s'affole aujourd'hui, professeur, devant l'explosion des contaminations Covid-19, notamment en Europe, et surtout après l'apparition d'un nouveau variant, Omicron en l'occurrence, un variant considéré comme un variant préoccupant par l'OMS. L'Algérie n'est pas en reste. C'est une question de temps, dira le DG de l'IPA. C'est une déclaration faite hier par le professeur Drar. Mais avant peut-être de revenir sur le variant et la menace justement de ce variant, quelle évaluation faisons-nous aujourd'hui de la situation épidémiologique, professeur? D'abord, merci pour l'invitation. Très honoré de participer dans votre émission. Merci à vous d'avoir répondu. Le constat, c'est qu'on a une certaine expérience. Ça fait maintenant 20 mois que nous sommes en train de gérer cette pandémie, autant que responsable sanitaire, autant que professionnel de la santé universitaire, autant que citoyen aussi. C'est que ce que vous avez dit, ce qui a été déclaré par notre ami professeur Darar sur les caractéristiques de ce nouveau virus, eh ben on l'a déjà vécu lorsqu'on a annoncé le Delta. Le Delta. On a dit, écoutez, le Delta est apparu en Inde, vous vous souvenez de l'histoire de collège, le premier cas qui a été signalé, et puis on a vécu ce qu'on a vécu durant la troisième vague. C'est que sûrement on aura ce virus-là. Ce virus viendra en Algérie, mais la différence par rapport à ce qu'on a déjà vécu à la troisième vague, c'est que nous sommes au début, c'est une remontée douce, si on la compare par rapport à la troisième vague, selon nos chiffres, au quotidien, nous sommes 195, vous vous souvenez, lorsqu'il y avait le début de la troisième vague, nous avons basculé rapidement de 100, 195 à 1000 et plus. Et aussi le nombre de décès. Ce que nous sommes en train de constater actuellement, certes, il y a une montée significative, une montée parfois en dents de scie, mais en termes de décès, le nombre n'est pas aussi affolant. La pression sur les lits d'hospitalisation n'est pas aussi importante. Le nombre de contaminations de notre personnel n'est pas aussi important. Par contre, on se prépare. Il y aura une quatrième vague avec un certain nombre. Maintenant, on ne sait pas sur l'impact, parce que ce qui nous inquiète réellement, c'est qu'il y a deux constats. Faible taux de vaccination. Et deuxièmement, les gens ont presque abandonné les règles élémentaires de protection contre ce virus qui nous inquiète. Et aussi, si on se compare à la situation de la troisième vague, nous avons ouvert presque tout. Oui, mais justement, professeur, puisque vous parlez de l'ouverture, permettez-moi de rebondir, que vous dites que c'est inévitable aujourd'hui d'avoir ce variant, ou de le voir arriver chez nous. Avec justement le relâchement, on risque d'avoir une explosion de cas à l'Omicron. Mais est-ce que vous pensez que les mesures qui sont en train d'être prises de l'autre côté de la Méditerranée, il y a beaucoup de pays qui sont en train de revenir au confinement, il y a des villes entières qui sont confinées, il y a le retour au télétravail, il y a des frontières qui sont fermées, des vols qui sont suspendus, notamment de l'Afrique australe. Est-ce que vous pensez que toutes ces mesures ne servent à rien ? Il y a, certes, c'est des considérations socio-économiques, géopolitiques, chaque pays est libre de prendre des décisions. Ce qu'on constate réellement, c'est vrai, un affolement international. Et chaque pays a pris des mesures propres à lui, notamment. Parce qu'il y a un c'est un peu justifié, professeur, quand on voit un peu les chiffres. Par rapport à d'autres pays. À d'autres pays, à la crainte, elle est là. Il y a aussi une particularité. Troisième vague, on était en juin. C'était l'été, la période des vacances. Absolument. Il y avait moins de... Nos écoles étaient fermées. Maintenant, il y a un phénomène nouveau, c'est le croisement. On est en pleine période hivernale. Il y a aussi des grippes saisonnières. Je vous ai dit maintenant, il y a pour les nourrissons la bronchiolite qui explose aussi. Qui explose. Donc, il y a des indicateurs sanitaires et qui nous inquiètent un petit peu. Et il faut savoir aussi que nous avons repris toutes nos activités médicales, chirurgicales et aussi universitaires. Donc, dans ce contexte-là,
de crise sanitaire internationale, chaque pays a ses propres indicateurs, a ses propres moyens, sa propre organisation. Nous sommes en train de surveiller justement ces chiffres-là et de vivre le quotidien d'une structure sanitaire à un autre, d'une à un autre. Mais, Inch'Allah, on ne va pas revivre sur tout ce qui nous inquiète, cette histoire d'oxygène. Vous parlez des chiffres. Alors aujourd'hui, on a enregistré quelque chose comme 191 contaminations. Une légère baisse par rapport à hier, mais bon, vous allez me dire qu'on ne peut pas calculer les choses comme ça, parce que hier c'était 198, aujourd'hui 191 nouvelles contaminations. À quel point ces chiffres, avec 5 décès en moyenne, on va dire, par jour, à quel point ces chiffres sont représentatifs de la réalité des choses? Vous qui venez d'un milieu hospitalier, j'imagine que vous pouvez avoir votre appréciation. Le langage des chiffres, maîtriser les chiffres, c'est maîtriser aussi l'information. Est-ce que ça reflète, on va dire, est-ce que ça reflète la réalité des choses? Il y avait un grand débat. On ne va pas dire que notre ministère ne donne pas de vrais chiffres. C'est pas la question. Pas du tout. Non, c'est pas la question. Ça, c'est les PCR confirmés. Exactement. Voilà. Gérer, il y a aussi beaucoup de gens contaminés qui ne consultent pas les structures hospitalières publiques. Il y a aussi il y a des gens qui consultent dans les structures hospitalières privées. C'est-à-dire qu'il y a cette coordination entre le secteur privé et le secteur public, et aussi il y a le phénomène d'échappement. Là, pour gérer, c'est des indicateurs. Les chiffres, c'est un indicateur d'un système de santé. Et on l'a dit à maintes reprises que, hélas, le secteur de la santé, le constat qui est partagé par tout le monde, nous avons un retard énorme en matière de numérisation. C'est vrai qu'il y a une plateforme. Mais il y a une plateforme numérique entre les structures hospitalières et les DSP et le ministère, mais elle n'est pas à jour, donne pas assez d'importance aux chiffres, mais ça reste quand même des chiffres qui sont un petit peu loin de la réalité sur le plan épidémiologique. Maintenant, je vous pose cette question, en fait, peut-être pour qu'on s'éloigne un peu du discours rassurant en réalité, parce que les gens aussi, quand ils voient ces chiffres qui sont encore à 190, on pense quand même que la situation est optimiste, alors que peut-être ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on est dans une courbe ascendante. Nous, en tant que professionnels de la santé, nous sommes toujours dans l'inquiétude devant le chiffre très bas de nombre de personnes vaccinées, ou bien des chiffres des personnes qui ont fait déjà la 3e dose. Nous, à l'université, les chiffres, le nombre d'étudiants vaccinés ne dépasse pas les 10%. Quand même, c'est inquiétant pour nous. Nos jeunes universitaires, qui évoluent dans un milieu hospitalier aussi, qui sont censés être conscients des risques de cette pandémie. Notre message, l'inquiétude, elle est déjà là. Si un individu, si un système de santé, si une population vit depuis presque 20 mois une situation épidémiologique historique et pandémique particulière, on est déjà dans l'inquiétude. Mais on ne doit pas, ça c'est important, on ne doit pas baisser les bras. Notre message, c'est-à-dire on n'est pas en train de donner un discours à notre population de dire il n'y a pas de feu. Non, pas du tout. C'est qu'on ne doit pas sombrer aussi, parce qu'on peut basculer si il y a une reprise. Ce virus va s'installer, le chiffre va augmenter rapidement, on ne va pas sombrer dans l'inquiétude et aussi dans l'anarchisme qu'on a vécu. Dans certaines structures, vous avez vu des vidéos où les gens s'arrachaient les bouteilles d'oxygène, de la violence. On ne veut pas revivre ça. Ça a été justifié, professeur Belhaj, si vous permettez, si les gens s'arrachaient les bouteilles d'oxygène, peut-être parce qu'ils avaient quelque part aussi des parents qui en avaient besoin à ce moment-là. On sait très bien qu'il y a eu une grande crise d'oxygène à ce moment-là. Peut-être que... Ce qu'on a vécu, nous, sur le plan, croyez-moi, sur le plan éthique, sur le plan déontologique, face à ces parents-là, face à ces malades, c'est vrai, la souffrance, elle était là, l'inquiétude, c'est le désarroi. Chaque personne voulait sauver la personne chère. Absolument. Mais nous, face à cette situation-là, on était dans l'obligation de respecter la dignité humaine et de pouvoir gérer justement cette tension importante. Moi, je pense que, notamment au niveau des grandes infrastructures hospitalières, puisqu'il y a un phénomène de rush, tout le monde est évacué vers les grands CHU ou bien les grands EHS ou EPH, mais je pense que les établissements hospitaliers de l'intérieur du pays, quand même, ils ont pris certaines précautions. Certains ont été dotés de générateurs, pas à haut débit, mais j'espère qu'on ne va pas revivre
Justement, à quel point aujourd'hui on est prêt à affronter cette quatrième vague qui arrive, hein, qu'on le veuille ou pas, elle est là, c'est déjà le début. À quel point nous sommes prêts? Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'éviter, justement, vous parlez de cette crise d'oxygène, d'éviter ce qui s'est passé dans la troisième vague? Croyez-moi, le management, c'est-à-dire l'intelligence managériale, notre système santé, la gestion, a toujours essayé de trouver des solutions. On discutait lorsqu'on était à l'abri en phase d'accalmie, on disait qu'il fallait consacrer un hôpital Covid. Un hôpital Covid, par exemple, par région, de quelle région? Le ministre de la Santé en parlait il n'y a pas longtemps. Exactement, c'est une bonne chose. Au début de ce mois de novembre, justement. À chaque solution préconisée, on est toujours confronté au problème des ressources humaines. De la ressource humaine spécialisée. C'est-à-dire, nous n'avons pas suffisamment de mains, c'est ça le grand problème? Il faut justement avoir la main-d'œuvre spécialisée. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un dans un lit, une source d'oxygène, vous le laissez comme ça. Parce qu'on a besoin de la réanimation, placer quelqu'un, lui donner une CPAP, c'est un acte médical spécialisé, ce n'est pas un médecin généraliste ou un dermatologue, on ne peut pas gérer cette situation-là. Notre crainte, elle est beaucoup plus dans la gestion des lits de réanimation spécialisés, le suivi, la prise en charge. Le nombre de lits n'a pas augmenté, hein, professeur Belhadj. Ça a été une requête exprimée par plusieurs chefs de service. Le nombre de lits en réanimation, il est resté le même. Oui, ça c'est regrettable quand même. Hein, Il y a cette volonté d'équiper, de créer. Mais je vous ai dit, on est vite rattrapé par la réalité du terrain en matière de chiffres, en matière de nos moyens, de nos ressources humaines. À cela, c'est surajouté ce phénomène qui nous inquiète, notamment aux professionnels de la santé, c'est la fuite et aussi le départ organisé de nos médecins. De nos médecins ou même de nos infirmiers spécialisés. Oui. On va y arriver, c'est un point qu'on développera tout à l'heure, hein, professeur Belhadj, parce que c'est quand même un point très important. Alors si on n'y arrive pas aujourd'hui, donc vous pensez que essentiellement c'est dû à un problème de formation, un problème de mains, comme vous disiez, de mains qualifiées. Alors les échos que nous avons des hôpitaux ne sont pas très rassurants. Hein. Le premier point justement, c'est de ne pas pouvoir aujourd'hui augmenter le nombre de lits de réanimation. On craint encore une fois de tomber dans le problème d'oxygène. De manque aussi de médicaments. Hein. Rappelez-vous qu'il y avait des médicaments qui manquaient pendant la troisième vague. Quelle est aujourd'hui l'urgence, c'est-à-dire avec quoi devrions-nous commencer? J'ajoutais un autre facteur. C'est à chaque fois qu'on essaie d'augmenter le nombre de lits, de mobiliser nos ressources qu'on a, et aussi cette ressource, je disais qu'il faut la protéger. La protéger par la vaccination aussi. En leur donnant plus de moyens. Mais on est obligé, pour augmenter le nombre de lits de réanimation, c'est d'arrêter notre activité. D'arrêter les activités, notamment chirurgicales. Donc il y a une répercussion parfois des effets pervers d'une nouvelle organisation. C'est pour ça que je vous dis le problème de la ressource humaine. Par contre, en matière de disponibilité, par exemple les anticoagulants, certains consommables, des examens complémentaires, par contre, on a réglé le problème de diagnostic. Maintenant, il y a les tests antigéniques, il y a la PCR. Le problème, mais souvent les gens le font à leur propre frais, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Hein. Vous ouvrez là le dossier de financement de la santé. C'est un point très important. L'hôpital public. Les gens font les tests antigéniques alors qu'ils ne sont pas remboursés, les tests PCR qui sont parfois qui vont jusqu'à 15 000 dinars, c'est énorme, et ils ne sont pas remboursés. C'est pas normal ça aussi, notamment en contexte de pandémie. Peut-être que si on était... Si je vais vous donner le chiffre d'examens complémentaires pratiqués au CHU Mustapha par jour. En matière de biologie, nous, quand même, presque 800 jusqu'à 900 personnes par jour, hein, lorsqu'on était en plein de 150 scanners jour. Tous nos urgences sont ouvertes. Une mobilisation générale. Tout est mis à la disposition et gratuitement. Et de l'autre côté, il y a cette sensation d'épuisement, le nombre de contaminations de personnel, dans un contexte socio-économique très particulier. Enfin, le personnel de la santé, fragilisant et aussi parfois, actuellement, en tant que directeur des activités médicales et paramédicales, nous avons cette histoire, je vous le dis, comment je vais encore mobiliser nos ressources médicales ou paramédicales et autres, l'ambulancier, le gardien, le chauffeur, l'infirmier de garde, etc., le résident, tout cela
dans un contexte où certes nous avons été valorisés à un certain moment. Cette armée de blouses blanches qui a fait face. Oui, et de l'hommage a été rendu côté, par le président de la République en sait, personne, qui a promis justement de prendre en charge vos requêtes socio-économiques. Mais sur le terrain, nous sommes en train de gérer cette histoire de 4e, 5e prime, etc. Nous avons besoin quand même d'être assistés par l'État, par la population, d'être compris et ensuite d'être soutenus pour pouvoir faire face à une situation sanitaire quand même qui a duré dans le temps. C'est historique. L'Algérie n'a jamais connu justement une situation sanitaire particulière, pandémique, aussi meurtrière, aussi contaminante. Il faut voir le nombre d'arrêts de travail. Il faut voir le nombre de personnes qui ont été contaminées, même chez vous. La 3e vague, beaucoup de personnes ont été contaminées. Il y a aussi des décès là. Pour faire face à cela, il faut avoir une stratégie presque de guerre. Si on va aller vers une guerre, il faut préserver justement ces soldats. Oui. Quel est le moral aujourd'hui, vous me tendez une perche, hein, vous anticipez un peu sur mes questions. Quel est le moral aujourd'hui justement des troupes, j'ai envie de dire? Est-ce que vous avez peur quand on voit un peu la mobilisation, encore une fois, je reviens sur l'Europe, qui est aujourd'hui l'épicentre justement de la pandémie. Quand on voit en Europe, il y a énormément de mesures qui sont prises. Alors, je rappelle encore une fois, il y a des villes qui sont confinées. Il y a beaucoup de mesures. Alors, en contrepartie chez nous, il n'y a pas beaucoup de mesures finalement. Quelles sont les mesures urgentes qui devraient être prises selon vous aujourd'hui pour protéger déjà la population d'une manière générale, mais aussi pour protéger, parce que le flux va revenir justement, va se sentir au niveau des hôpitaux. Première mesure, encore une fois, la vaccination. Oui. Encore une fois, la vaccination. Deuxième mesure, c'est le comportement citoyen. Oui. Comportement citoyen, je n'arrive pas à comprendre quelqu'un qui a un décès dans la famille Covid et tout le monde vient voir cette famille-là. C'est pas possible. Ou bien qu'on ne respecte pas encore les règles élémentaires de l'hygiène collective et de protection, justement, d'utiliser la bavette. Ça reste quand même inconstant. Le reste, on doit s'organiser. Si les chiffres vont continuer à grimper, puisqu'on est dans une phase ascendante. Vous pensez qu'on devrait attendre que les chiffres grimpent parce qu'on ne devrait pas agir en amont, justement? Nous nous sommes préparés. Justement, chaque hôpital a son propre conseil scientifique Covid. Nous sommes en phase A. Nous nous sommes préparés à la phase B. Et à la phase C. C'est quoi la phase B et la phase C? La phase B, c'est-à-dire de basculer, d'ouvrir d'autres services. Maintenant, nous avons 2 services qui prennent en charge Covid. La Covid, oui. Avec les lits de réanimation. Si on passe, les chiffres augmentent, tous les indicateurs que je vous ai cités augmentent, on va ouvrir d'autres services au détriment d'une activité. Et aussi, la phase C, c'est presque la moitié de l'hôpital Covid. Quand même, c'est un énorme gâchis en matière de prise en charge d'autres maladies, aussi de formation. Oui. Un autre problème de formation des résidents, quelqu'un durant maintenant ces 20 mois Covid au détriment de sa propre formation. Donc les structures universitaires parfois ont des difficultés à assurer leur mission justement statutaire, soit en recherche ou en formation, mais quand même nous continuons, c'est-à-dire à surveiller dans un cadre organisé, faire face à une montée du Covid. Il y a au moins 15 services qui interviennent en coordination et aussi avec les DSP et le ministère de la Santé. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait souhaitable qu'il y ait d'autres mesures, par exemple le retour au confinement, la fermeture des espaces publics? Avec ces chiffres-là, je l'ai dit, le retour au confinement, on va encore pénaliser les gens sérieux. Les gens, quand même, il y a des gens qui sont vaccinés, qui respectent la population. Pourquoi vous pénalisez? Le pass vaccinal, éventuellement aussi. Voilà. Oui. Nous sommes dans l'obligation, quand même, malgré ces libertés individuelles, je te respecte, vous êtes dans l'obligation de me respecter aussi. Eh bien, il y a des services, et si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas y accéder. On doit passer actuellement vers le pass sanitaire d'une manière humaine, d'une manière procédurale, d'une manière respectable, pour obliger les gens à se faire vacciner et de respecter les règles barrières. Oui, je rappelle juste qu'un pays comme l'Allemagne, qui a toujours été contre l'obligation vaccinale, on connaît très bien le respect des libertés individuelles dans un pays comme l'Allemagne, qui se dirige aujourd'hui vers l'obligation vaccinale. D'abord, il y a eu l'instauration de l'obligation vaccinale pour le corps médical, et aujourd'hui, le futur chancelier allemand qui annonce la possibilité d'aller vers justement une obligation vaccinale.
vaccinal également. Encore obliger les gens qui ont été déjà vaccinés, qui ont leur passe, à faire la troisième dose. Donc il y a aussi cette crainte, cette crainte mondiale, et cette crainte un petit peu éthique de l'humain. On va vivre combien de temps dans cette pandémie? Combien de doses en réalité? Et aussi, combien de doses vous allez me l'imposer? Personne n'a cru au début, c'était le premier vaccin, deuxième pandémie, troisième, quatrième. Est-ce que l'humanité, on va aller justement vivre à un certain moment? Aujourd'hui, peut-être on se pose aussi une question sur l'utilité, si vous permettez, professeur Belhadj, sur l'utilité de cette vaccination quand on voit les chiffres qui explosent aussi en Europe. Parce qu'aujourd'hui, le virus est plus virulent. Si on arrive aujourd'hui à 58 000 contaminations en Allemagne, la plupart des études, 20 000 ou un peu plus en France. Dans la plupart des études, à travers le monde, ce virus, le Omicron, il est beaucoup plus nocif chez les gens qui n'ont jamais été vaccinés. Il est plus nocif aussi chez les gens qui ont une comorbidité, les diabétiques, les obèses, les hypertendus, etc., les cardiopathes. Ça, c'est une vérité. Mais, je vous dis, il y a une solution. La vaccination protège quand même. Mais on dit aujourd'hui quand même, pour revenir sur le micro... Il y a des gens qui ont été vaccinés, mais qui ont été contaminés. Que l'immunité acquise après une contamination à la Covid ne protège pas de l'Omicron. Mais il n'y a pas eu de forme vraiment sévère par rapport aux gens qui n'ont jamais été contaminés. Oui. Quand même, il y a cette chance, on dit nous en médecine, de chance thérapeutique. La chance thérapeutique, vous avez eu la chance d'être épargné par la troisième vague. Pourquoi vous vous exposez encore dans l'inconscience ou bien dans l'assurance d'être contaminé? Peut-être qu'on n'a pas, qu'on est aussi aujourd'hui au sein d'une problématique de confiance, aujourd'hui entre peut-être la population et la santé en tant qu'institution. Aujourd'hui, la confiance, on n'a pas fait suffisamment de pédagogie. On parlait tout à l'heure justement du remboursement des tests, qui est un point très important dans cette crise. On aurait peut-être gagné des gens, on aurait gagné la confiance de la population si on avait réussi à rembourser la population, si on avait... Est-ce que vous ne pensez pas que beaucoup de choses auraient dû être faites aussi dans cette crise pour ramener les gens et les mettre en confiance? Quel remboursement face à un système où tout est gratuit? Il y a quand même notre système, nous, en tant que professionnels de la santé, nous avons toujours demandé Professeur Belhadj, tous les analyses, les batteries d'analyses que les gens font, les font généralement dans le privé au prix fort. Donc quand on parle de la gratuité de la santé, ça reste un peu biaisé quand même. C'est un grand débat. Oui. C'est un débat. Moi, je parle de l'hôpital. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est venir beaucoup de personnes qui évitent d'aller vers les structures hospitalières publiques. Beaucoup de gens ont vécu des situations un petit peu vraiment gênantes, inhumaines, presque quelque chose d'inacceptable. Certes, c'est des histoires et des histoires, mais quand même notre système de santé, c'est-à-dire nos hôpitaux, c'est le système presque unique au monde. Nous sommes dans un système gratuit, nos portes sont ouvertes, mais au détriment, je vous dis... Au détriment de la qualité aussi. De la qualité, au détriment de la prise en charge. Du moral aussi. Du personnel de la santé. C'est pour ça que nous avons préconisé de revoir le système de financement de la santé. Il est comment aujourd'hui le moral justement des troupes, professeur? Il est vraiment, c'est-à-dire, je peux dire que beaucoup de gens sont insatisfaits, sont mécontents. Beaucoup d'inquiétudes. Je rappelle qu'il y a eu une journée de protestation au début du mois de novembre, le 4 novembre. Bien sûr, il y a des journées et d'autres journées, mais justement, nous sommes là autant que syndicats déjà. Syndicats, et nous sommes aussi des praticiens, nous sommes médecins, nous n'avons jamais abandonné l'individu. Oui. C'est pour ça qu'on n'a jamais pris une grève. C'était des journées de protestation. Oui, c'était une journée de protestation. En pleine pandémie, on ne fait pas de grève en pleine pandémie. Nous sommes en situation très particulière, mais quand même, les pouvoirs publics, la population doit aider ce secteur névralgique important parce que la santé, l'énergie, l'alimentation est devenue une priorité d'un système politique de chaque pays. La santé, quand même. Oui, aujourd'hui, la pandémie surtout a mis la lumière sur cette notion de sécurité sanitaire. Qui dit sécurité sanitaire dit financement de votre système, dit la prise en charge du personnel, gestion du patrimoine, gestion des équipements. Nous sommes aussi
il y a notre problématique. Oui. Nous sommes dépendants, presque à 99% en matière d'équipement de gestion et de fonctionnalité au quotidien de l'étranger. On ne produit presque rien en matière de consommables, à part quelques... Maintenant, il faut développer, avec l'industrie pharmaceutique, développer justement des procédures de faciliter justement l'émergence du privé dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Mais je rappelle que vous êtes partenaire, professeur Belhadj, justement, aujourd'hui dans le débat de la réforme ou de la refonte. Vous parlez plutôt de refonte de la santé, parce que vous pensez que tout est à refaire aujourd'hui. Il y a des assises qui vont se tenir prochainement. Qu'est-ce que vous proposez, vous, justement? Quelles sont vos propositions aujourd'hui pour améliorer, voire je l'ai dit à maintes reprises. Réformer ce système? J'ai participé dans les réformes de la santé depuis 2002, au temps d'Aberkan. Des promesses après promesses. Nous avons attendu presque 25 ans pour avoir une nouvelle loi sanitaire 2018. La nouvelle loi sanitaire, parce que l'actuel, ce qui est proposé en réalité... Aujourd'hui, il y a plus de franchise, vous dites, avec la tutelle ou le ministre actuel, il y a plus de franchise, il y a plus... Voilà, tout le monde est d'accord à dire que tout est à refaire. Nos tutelles nous ont ouvert les portes. Oui. On est en train de discuter, de dire la vérité, rien que de la vérité. Mais lorsqu'on propose des solutions, ça demande aussi des moyens. Absolument. Des moyens financiers en fonction du PIB, c'est-à-dire le budget alloué à la santé, la gestion des ressources humaines, votre patrimoine, surtout le financement de la santé. Le financement de la santé, il y a maintenant, c'est l'État. Il y a des systèmes de santé, la santé, soit il y a des systèmes américains ou des systèmes allemands, il y a soit vous payez vos impôts, c'est l'État qui prend en charge, ou bien il y a les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance, c'est l'assurance, mais ce n'est pas des assurances que de l'État, il y a des assurances privées pour pouvoir... notre constat, c'est que l'informel a pris le dessus. L'informel a pris le dessus dans le système de santé, dans nos impôts. Les gens, il y a beaucoup de gens qui ne paient pas leurs impôts. Qu'est-ce que vous proposez, professeur Belhadj? On doit revoir notre système de financement de la santé. Il faut ouvrir les portes au secteur privé. Mais le citoyen a le droit à des soins de qualité. Il faut revoir aussi le remboursement dans ce cas-là. Exactement. Il faut revoir le remboursement, parce que ouvrir comme ça risque justement de pénaliser le citoyen. Non. C'est-à-dire qu'on propose un système privé, comme ça se fait dans pas mal de pays. Vous présentez votre carte d'assurance. Oui. Il y a des niveaux aussi de remboursement. Vous ne pouvez pas avoir un remboursement à 100%, à 80% si vous cotisez une petite somme. Il faut libérer le secteur de l'assurance. Il ne faut pas laisser que l'État aller en même temps régulateur, en même temps le contrôle. C'est l'État qui fait tout. Oui. Il faut créer un système, encourager des assurances privées, bien sûr dans un cadre juridique bien encadré, bien huilé, pour revoir, pour aider le système de santé. Et ça va régler le problème des équipements, ce sont des propositions que vous avez soumises à la tutelle. Quel a été le retour, justement, que vous avez pu peut-être nous sommes en train ressentir? Nous sommes en train de faire des propositions, parce qu'actuellement, il y a cette idée de relancer le système de santé. C'est l'idée de vérité. Il y a des ateliers, il y a eu des ateliers régionaux, etc. Il y aura très prochainement... Il y a eu des rencontres qui ont été boycottées quand même par des syndicats aussi. En tant que syndicat, chaque syndicat est libre de sa politique, avec tous mes respects. Nous sommes un syndicat, c'est une force de proposition. Nous sommes sur le terrain, à l'université, à l'hôpital, dans d'autres activités. Nous sommes universitaires, nous avons l'obligation morale de faire des propositions et de suivre. Ça se peut que peut-être, j'espère qu'on ne va pas revivre les scénarios qui ont été déjà vécu par le passé. Vous avez abordé justement, là on a parlé un peu de la problématique du financement, vous proposez un peu l'ouverture au privé et vous remettez en cause en réalité la gratuité un peu de la santé. Je vous informe qu'il y a des hôpitaux privés qui commencent, il y a un hôpital privé à Tizi Ouzou, il y a un hôpital prochainement à Blida, il y a Betna, il y a Al Borj, il y a City. Vous remettez en gros la gratuité de la santé, professeur Belhadj. Il y a un autre point que vous avez abordé qui est très important aussi tout à l'heure, qui est l'hémorragie justement
justement de cette main-d'œuvre, je ne vais pas dire main-d'œuvre, de ces mains qualifiées, que ce soit des médecins ou des paramédicaux. Aujourd'hui, l'Algérie est devenue clairement une pépinière, hein, malheureusement, qui forme des médecins ou des paramédicaux, encore une fois. Je vous donne des exemples simples. Tous les concours internationaux, parfois on tire sur l'université algérienne. On dit que l'université algérienne, nous sommes à la traîne, etc. Je vous informe, et je rappelle beaucoup d'universitaires, dans la plupart des concours organisés en Europe, nos étudiants sont classés parmi les premiers. Qu'est-ce que vous proposez justement sur cette problématique aussi, professeur Belhadj? Vous ne pouvez pas, écouter, arrêter un médecin spécialiste ou un professeur en médecine en lui donnant un salaire de 1000 euros. Il faut encourager les Algériens, l'élite algérienne, à rester dans leur pays, aussi la possibilité d'investir dans le secteur de la santé, et aussi la même chose dans d'autres secteurs. Mais pour la santé, nous avons proposé, en tant qu'hôpital universitaire, actuellement, c'est vrai qu'il y a une crise économique, il ne faut pas le cacher. Nous sommes en train d'essayer de relancer notre économie. Et bien, pour les hôpitaux universitaires, nous avons fait cette proposition de laisser, justement, au-delà de 16 heures, tout le personnel, pas uniquement le médecin ou même l'infirmier, mais dans un cadre organisé, laisser ces gens-là faire l'activité lucrative les week-ends, mais d'une manière contrôlée et imposable, afin d'inciter justement le personnel à rester. Attendre que l'État va augmenter les salaires, ça va être vite rattrapé par l'inflation. Il faut trouver des mécanismes, justement, de financement de la santé, des mécanismes viables, au profit du citoyen surtout, par les systèmes d'assurance remboursement, et aussi au profit du personnel de la santé. Vous pensez que ça va prendre combien de temps de mettre en place un système pareil? Parce que là, au moins 5-6 c'est beaucoup de choses. C'est pas demain. Ce que vous proposez. Mais notre problème, je vous ai dit, depuis 2002, nous avons quand même... Oui, vous avez vu beaucoup de ministres défiler. Je ne vais pas citer le nombre de ministres, mais il y a eu beaucoup de promesses, il y a eu beaucoup de gâchis, mais quand même il y a des... Aujourd'hui, l'intention est là. On ne va pas dire qu'il n'y a pas eu beaucoup, que rien n'a été fait. Vous avez le soutien du président de la République. On tient à le remercier encore une fois, il a toujours à nos côtés. Il a déclaré que je n'allais pas comprendre comment les gens n'appliquent pas justement mes recommandations, notamment pour le personnel de la santé. Si vous permettez, professeur Belhadj, on revient un peu sur la pandémie, parce que il était très important en tout cas d'ouvrir cette parenthèse justement des revendications socio-économiques du corps médical d'une manière générale dans cette situation de crise, parce que la non-satisfaction, j'ai envie de dire, de ces revendications nous expose à un risque de fragilité justement dans un contexte pareil. Alors, aujourd'hui, c'est toujours le delta qui est prédominant, mais l'OMS prévoit que ce sera plutôt l'Omicron dans quelques mois qui sera dominant. À quoi doit-on s'attendre, professeur Belhadj? À un changement peut-être du profil du malade? Pour la symptomatologie est presque la même. On n'a pas encore suffisamment de recul. Exact. Même pour le Delta, on n'a pas encore suffisamment de recul. Mais par rapport à l'Omicron, déjà, il y a quelques mois. Le Delta, on risque que dans un mois ou 2 mois, il y aura un autre virus. On risque d'oublier l'Omicron et de penser à un autre virus. Mais on est dans l'inquiétude et on est aussi dans l'intoxication de l'information scientifique et l'information médicale. Il vaut mieux laisser les spécialistes parler. Laisser les spécialistes de prendre en charge ce volet-là. Nous, c'est de continuer à vivre, d'être prudent, d'être calme, d'être solidaire. Encore une fois, c'est grâce à la solidarité, même s'il y aurait un quatrième impact, sans la solidarité des Algériens, l'organisation, on ne pourra pas y faire face. Je rappelle entre parenthèses que l'OMS a justement rappelé aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de décès dû à l'Omicron justement depuis son apparition en Afrique du Sud la semaine dernière. Alors, vous parlez de vaccination, rappelez peut-être l'importance justement de revenir à la vaccination, d'autant plus qu'il y a 13 millions de doses qui attendent aujourd'hui. Alors, si je me fais vacciner aujourd'hui, si beaucoup de gens vont se faire vacciner aujourd'hui, est-ce que cela changera quelque chose à la donne de la quatrième vague, parce qu'on y est déjà? Sûrement quatrième et cinquième.
J'espère qu'on ne va pas le vivre. Nous sommes tous dans l'attente. Cinquième, que ça sera dans 5 mois à peu près. Que ce virus va disparaître. Je l'espère. Les scientifiques, nous-mêmes, on l'a dit. On l'a dit pour un virus normal. Oui. Ce qu'on appelle le cycle biologique d'un virus, c'est pas plus de 2 années. Oui. À travers l'histoire de l'humanité. Maintenant, nous sommes à Les 20 mutations, c'est une manière en tout cas de résister. Hein, justement, quand on dit qu'un virus mute beaucoup, c'est qu'il s'affaiblit. Exact. Mais actuellement, les chiffres, certes, il y a une augmentation significative, oui. mais on n'est pas dans le scénario de la quatrième vague. Mais on y arrive, hein, professeur Belhadj, on y arrive. Croyez-moi, on y arrive. Je vous ai dit, chaque pays, habituellement, chaque situation, oui. Ce n'est pas le même scénario la troisième vague. C'est vrai, on doit être prudent, on doit y faire très attention. Il faut qu'on doit se faire vacciner en masse, encore une fois, et je l'ai dit. Ce qui est dommage, nous avons vécu même sur ce plateau-là. Vous vous souvenez lorsqu'on a eu les premiers vaccins et tout le monde attendait des vaccins. Oui, absolument. Je l'ai dit, si on continue comme ça, on va passer de la pénurie vers le gaspillage. Et le gaspillage, en cette période-là, haram. Il y a des personnes dans d'autres pays qui n'ont pas eu la chance d'avoir le vaccin. Oui. Pas mal de pays africains n'ont pas eu la chance d'avoir ce vaccin-là. Pourquoi gaspiller? Le gaspillage n'est pas acceptable médicalement. Il faut qu'on demande à la population, notre population, d'aller se faire vacciner. Vous protégez vos êtres les plus chers, et vous protégez aussi votre population, votre pays. Oui. Afin qu'on puisse ne pas continuer maintenant sur le plan psychologique. Notre crainte, même nous, pour le personnel de la santé, on va tenir jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va tenir d'une vague à une autre? Dans un contexte très particulier. Et nous sommes en train de payer l'ARHM. Le pic est attendu pour quand, professeur Belhadj? Alors, historiquement, si on va suivre un peu le schéma de la pandémie, ça arrivait à peu près à 1 mois d'intervalle par rapport à l'Europe. Exact. Oui, donc, c'est presque le même scénario la troisième vague. Vous vous souvenez, lorsqu'elle a commencé à apparaître en Inde, beaucoup d'affolement, puis d'autres pays, choléra, et puis elle est venue comme ça en vague. Et aussi, nous avons ouvert, nos stades sont ouverts. Nos salles de spectacle, il y a un changement dans le comportement social. Le pic, si on échappe le 15-21 décembre, ces chiffres commencent à redescendre, alhamdoulilah. Oui, alors rappelez justement, puisqu'on parle aussi des chiffres en Europe, rappelez quand même qu'on voit 4 fois plus de tests positifs aujourd'hui chez les personnes non vaccinées que les complètement vaccinées. On parle désormais aussi de décorrélation entre le nombre de, même si on voit un grand nombre de contaminés, mais on ne voit pas beaucoup de décès. C'est le cas aujourd'hui? Oui, je vous le dis. Actuellement, nous avons un bulletin quotidien. Oui. Quotidien sur le nombre de personnes décédées, le nombre de personnes contaminées, le nombre de nouveaux cas. C'est que par rapport à la troisième vague, c'est incomparable. La troisième vague, c'était quotidien 10, 15, 20 décès au CHU. Maintenant, on a 1 à 2 décès par jour et pas le delta. On n'est pas dans le. On est en situation, il n'y a que le chiffre de nombre de cas contaminés et le nombre de demandes d'hospitalisation qui commence à monter graduellement, mais pas d'une manière rapide. Alors, vous en avez touché un mot tout à l'heure, rappelez aujourd'hui aussi qu'on est qu'on est en hiver, une saison, j'ai envie de dire, propice à la prolifération des germes et des virus, parce qu'on vit un peu dans le confinement, on aère moins. On est devant aussi je vais vous surprendre. Une épidémie de grippe. Je vais vous surprendre. Oui. Il y a des gens qui viennent nous solliciter surtout avec la vague de froid justement aujourd'hui. Pour se faire vacciner contre la grippe saisonnière, mais pas pour le Covid. Il y a une forte demande. Peut-être que c'est l'occasion de faire un peu de pédagogie. Justement, on en profite. Il y a une forte demande des jeunes, des personnes qui viennent nous solliciter pour se faire vacciner contre la grippe saisonnière. Eh bien, on leur demande pourquoi pas pour le Covid. Là, il y a une réticence. On a l'impression que notre population est intoxiquée par de fausses informations scientifiques. Alors on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Professeur Belhadj, je le disais en préambule que vous avez été réélu récemment à la tête justement de la commission humanitaire d'établissement des faits. Vous avez été félicité par le ministre des Affaires étrangères, Ramadan Lamamra. Que
que signifie pour vous cette nomination? Et puis pour l'Algérie aussi, hein, dans un contexte aujourd'hui où on a besoin peut-être que la voix de l'Algérie soit portée par des compétences vous me donnez l'occasion de remercier notre ministre des Affaires étrangères, M. Lamamra, grande figure de la diplomatie algérienne, de l'histoire de la diplomatie algérienne. Ce fut un travail aussi, je tiens à remercier tous les cas des ambassadeurs. C'est une victoire de la diplomatie algérienne. Absolument. Ça, c'est important. Tous ceux qui ont participé de loin ou de près pour mon réélection au sein de ces instances internationales dont l'Algérie a besoin qu'elles soient présentes sur la scène internationale. Et aussi, ce n'est que l'image de l'université algérienne. Je suis un pur pro de l'université algérienne, et bien que l'université algérienne, elle est là, elle est présente au niveau des instances internationales de droit humanitaire. Rappelez peut-être en deux mots, l'émission justement de cette commission. C'est beaucoup plus des missions expertales de droit humanitaire international, parce qu'il y a des conflits entre les pays et des nations peuvent solliciter justement cette commission, elle est composée de juristes, de médecins, d'ambassadeurs, chaque pays a son représentant, pour justement étudier les doléances de certains pays. Mais je le redis, c'est une victoire de la diplomatie algérienne, c'est une victoire aussi de l'université algérienne. Oui, félicitations encore. Merci d'avoir répondu à mes questions.